Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à l'IUGM de nous offrir l'opportunité de vous rencontrer. Ce colloque grand public s'inscrit dans un colloque plus général qui est de prévenir le recours à l'urgence. Et un des facteurs qui fait souvent que les personnes aînées ont recours à l'urgence est l'épuisement de leurs aidants, de leur entourage qui viennent les soutenir au quotidien. Et on s'est dit ce soir que ce serait l'opportunité de venir vous présenter à vous quelques éléments pour aussi prendre soin de vous tout en pensant à l'autre. Dans le cadre du colloque, nous déclarons ne pas avoir de conflit d'intérêts. Rapidement, au Québec, ce sont 1 million de personnes qui offrent du soutien, des soins à une personne aînée, que ce soit un parent, que ce soit une amie proche, que ce soit une tante, que ce soit une sœur. Ça regroupe une diversité de situations. Être aidant, soutenir un proche, c'est aussi divers que de faire les courses, d'aller à l'épicerie, d'accompagner la personne, de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, de planifier les rencontres avec le CLSC, de s'occuper de ses comptes, sa comptabilité, etc., etc. Donc, si vous pensez à votre propre situation, il est fort probable que vous ayez dans votre vie passée ou à venir aidé quelqu'un de proche dans votre entourage, un proche aîné. Si cette situation, comme on va le voir après, offre beaucoup de satisfaction, il y a aussi des risques d'épuisement. Et le défi est alors d'être capable de concilier l'aide qu'on va donner à un être cher qui rencontre des problèmes de santé avec la préservation de sa propre santé. L'objectif de cette conférence, c'est bien évidemment pour les personnes qui s'occupent d'un proche aîné, mais également tout cet entourage qui est là, qui ne sait pas non plus nécessairement comment agir, comment soutenir, comment intervenir et qui est peut-être elle-même proche aidante. Si vous pensez à votre conjoint, si vous pensez à vos enfants qui sont aussi présents, peut-être qu'eux aussi sont des proches aidants et soutiennent d'une certaine manière à notre aîné. À l'issue de cette rencontre, on espère commencer à avoir effleuré certaines questions. On ne prétend pas venir faire des consultations en 1 heure. Ma collègue Christine répond à la ligne Info Aidant. Il y a d'autres partenaires présents dans la salle qui peuvent répondre à ces besoins-là. Mais l'idée, c'est de commencer à reconnaître que les proches aidants ont également des besoins pour eux, pour préserver leur propre santé et qu'il existe des ressources pour eux, mais également pour leurs proches, puis qu'il est possible de concilier les besoins des deux personnes pour y arriver. Prendre soin d'un proche âgé, qu'est-ce que c'est? On entend des proches souvent qui nous disent « mais je peux bien le faire, moi je suis en bonne santé, ça va bien, je suis capable, c'est normal, c'est mon conjoint, je l'ai épousé pour le meilleur et pour le pire, c'est normal. » Je suis son fils, je suis sa fille. Il m'a accompagné pendant toute ma vie. C'est à mon tour de venir le soutenir. C'est bien égoïste de venir prendre du temps pour moi, alors que mon conjoint ou ma conjointe reste seule à la maison. Certaines personnes vont venir minimiser le travail et le soutien qu'elles font en disant « je fais juste ça 1 heure par jour après le travail, alors que ma sœur est présente beaucoup plus avec ma mère. C'est juste normal. » Ou certains qui vont dire, je rends seulement service à ma voisine, mais ce service à la voisine, ça va être d'aller faire l'épicerie, de l'emmener à son cours de yoga, de s'occuper, de ramasser le courrier, de faire le lien avec la popote quand elle vient. Quelle que soit votre situation à vous, quel que soit le temps que vous consacrez par semaine, que ce soit régulier, que ce soit occasionnel, quand on va au-delà de ces limites, c'est également prendre le risque de ne plus pouvoir aider. Et l'important, c'est de le mettre aussi en contexte, en perspective avec les autres rôles que vous pouvez jouer. Si vous êtes sur le marché du travail, que vous travaillez 35-40 heures par semaine, passez voir votre père 1 demi-heure par jour, tous les soirs, et faire l'épicerie la fin de semaine. Si vous travaillez, si vous vous occupez de vos enfants qui vont encore à l'école secondaire ou au cégep, si vous avez vous-même des problèmes de santé, vous avez un risque d'épuisement qui est aussi important qu'une personne qui va prendre soin de son épouse, être avec elle 24 heures sur 24, mais qui va pouvoir bénéficier de tout un ensemble de services à domicile.
Donc, quel que soit le temps que vous y consacrez et l'énergie, rester en santé, c'est aussi important pour vous. On parle souvent d'épuisement, mais n'oublions pas que la relation de soutien qu'on va avoir, c'est aussi beaucoup de plaisir. Des proches aidants ont mentionné le fait que hey, j'étais en chicane avec mon père depuis des années. J'avais décidé qu'on ne se parlait plus, puis là, ma mère est décédée, puis j'ai renoué des liens avec mon père. Donc, d'avoir de nouveau du plaisir, d'avoir des moments d'émotion agréables avec un proche qu'on soutient, c'est ce que nous disent aussi les proches aidants. 40% nous disent qu'ils arrivent très bien à faire face à leurs responsabilités d'aidant. On a bien évidemment des personnes qui, en général, ça se passe bien. 5% pour lesquelles ça ne se passe pas bien du tout. Mais c'est aussi important de valoriser cette relation qui apporte du plaisir à tout le monde. Malgré tout, même quand la relation se passe bien, qu'on arrive à être un sportif, à faire son sport, à être un ami, il y a toujours des changements qui arrivent parce que ce temps peut augmenter au fur et à mesure de la relation sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Mais de plus en plus, je vais prendre de moins en moins de temps pour mon sport, pour mes amis, pour mon bénévolat. Pour certaines personnes, ça va être également d'arrêter de travailler pour être complètement dans une relation d'aide. Et quand cette relation d'aide, ce rôle de proche aidant prend de plus en plus de place, il y a des conséquences qui peuvent arriver sur la vie personnelle et familiale. 64% des proches aidants disent qu'ils ont réduit le temps consacré à leurs activités. 50% pratiquement le temps passé avec leur conjoint. 44% avec les amis. 37% avec les enfants. Et 27% des proches aidants disent que cela a créé des tensions avec la famille ou avec les amis. Je vais vous inviter à prendre une petite pause de 10-20 secondes et à penser à votre propre situation que vous rencontrez. Vous êtes un époux, une épouse, vous êtes un enfant, vous êtes un ami précieux, un soutien. Et je vous invite à voir dans votre situation actuelle, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous? En conséquence positive, bien évidemment, qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous, cette relation nouvelle? Mais qu'est-ce que vous avez dû aussi changer dans vos habitudes, les rôles que vous avez, les nouvelles tâches que vous avez eu à prendre? Quelques petits trucs rapidement pour justement être capable de préserver cette vie personnelle et professionnelle. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire, et je suis d'accord avec vous. Mais déjà, de commencer à en prendre conscience qu'on a aussi quelque chose en nous qui se passe et qui fait que vous êtes probablement là aujourd'hui. Comment est-ce que je pourrais être capable de réserver du temps à ma famille et à mes amis sans culpabiliser? Comment est-ce que je vais pouvoir recourir à des services de professionnels qualifiés qui vont, par exemple, me soutenir avec lors de mes conflits avec ma famille? Comment je vais pouvoir solliciter les aides financières auxquelles j'ai le droit? Et dans ma vie professionnelle, pour ceux qui sont sur le marché du travail, comment est-ce que je vais être capable d'aller voir mon PAE ou au niveau des ressources humaines pour me prévaloir des mesures de conciliation travail-famille qui vont m'aider à continuer à soutenir, parce que c'est pas vrai que je peux arrêter de travailler à 50 ans. Et bien évidemment, pour les personnes qui ont droit, il existe des congés de compassion. On a parlé des événements personnels, sur la vie personnelle et professionnelle, mais les facteurs de stress sont aussi des signes d'épuisement des proches aidants. Parmi les personnes, les proches aidants qui trouvent les responsabilités stressantes, 40% disent devoir composer avec la santé de leurs proches, mais 24% ont de la difficulté à gérer leurs émotions. 19% à trouver l'équilibre avec le travail et 12% encore ont du mal à gérer les situations de conflit. Qui n'a pas rencontré des situations où c'était difficile d'aller parler à son conjoint, à son frère, à sa sœur, surtout si lui ou elle habite à Ottawa ou à Vancouver, puis c'est vous qui vivez avec votre parent, avec votre conjoint? Difficile également de parler avec les enfants dans ces moments-là. Eh
Bien évidemment, des problèmes sur la santé. 37% des proches aidants ont déclaré avoir eu des blessures du fait de leur situation d'aide. 10% ont consulté un professionnel de la santé. 28% ont pris des médicaments d'ordonnance liés pour faire face à la responsabilité d'aidant et 31% ont ressenti de la fatigue. Puis vous me direz, à juste raison, pourquoi est-ce que moi, je devrais pas je suis capable de me priver de quelques heures de sommeil par nuit. Mon mari, ma mère, à la SLA, à Parkinson, il est bien beaucoup plus en mauvaise santé que moi. Oui, mais vous avez quand même des incidences sur la santé et sur votre détresse à vous. Donc rapidement, certaines situations font que vous êtes encore plus à risque de développer de la détresse psychologique. Puis comme je disais, ça arrive de manière progressive, donc on ne s'en rend pas toujours nécessairement compte quand ça arrive. On l'arrive quand on arrive au bout du rouleau et qu'on est complètement épuisé. Le fait que la personne que vous soutenez a une déficience cognitive modérée à grave, que vous offrez plus de 21 heures de soutien par semaine, que la personne que vous soutenez fait de la dépression, tout ça, ce sont des facteurs qui vont venir augmenter votre propre détresse à vous. Prendre soin de soi, beaucoup vont nous dire, mais c'est égoïste. Je vais le faire juste 6 mois, mais des fois, ça va prendre 20 ans, 25 ans. Je vais être proche aidant pendant 35 ans. L'idée n'est pas de venir opposer. L'idée n'est pas seulement de dire « il faut absolument que je reste en santé pour éviter que mon proche revienne à l'urgence ». Vous avez également le droit de vous sentir fatigué. Vous avez également le droit de dire « j'en ai marre aujourd'hui, j'ai besoin d'aide ». Plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais c'est à partir du moment où on est capable d'identifier au moins un besoin, qu'on s'accorde, on se donne le droit à une chose dans sa semaine, 2 choses ou plusieurs, qu'on commence à venir non pas empêcher le soutien aux proches, à la personne aidée, mais au contraire, faire en sorte que l'ensemble des besoins soient réellement conciliés pour que la relation d'aide dure le plus longtemps possible en fonction des limites et des responsabilités de chacun. Et il est bien évidemment plus facile d'aider lorsqu'on est soi-même en bonne santé. Donc, je laisse la parole à Christine. Bonjour à tous. Bonsoir, en fait. Alors, comme le disait ma collègue, il y a le fait de prendre soin d'un proche âgé. Il y a des enjeux, il y a des réalités, mais il y a aussi l'importance de reconnaître ses propres besoins et de les concilier avec ceux de son proche. Donc, moi, je suis travailleuse sociale et je suis conseillère pour proches aidants d'aînés auprès de l'Appui. Et puis, je voulais vous présenter aujourd'hui pourquoi c'est important de reconnaître ses propres besoins, pourquoi il faut à un moment donné ou à un certain moment avoir une aide extérieure ou pouvoir le faire soi-même, pourquoi c'est important de le concilier ou de les concilier avec ceux de son proche. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appeler une dyade. Donc, une dyade entre les besoins de l'aidant et les besoins de l'aider. Donnez-moi un petit instant, je vais juste changer de... Oui, c'est ça. Alors, il y a une dyade aidant-aidé. Cette dyade-là, elle est faite de 2 types de besoins. Les besoins de l'aidant et puis les besoins de l'aider qui sont difficiles à concilier, bien sûr, mais surtout difficiles à départager. Parce qu'on vient à un point où est-ce qu'on est tellement en symbiose ou presque des fois en interdépendance avec l'autre personne qu'on a de la difficulté à départager qu'est-ce que sont mes besoins à moi, qu'est-ce que sont les siens, qu'est-ce que sont les préoccupations qui me concernent et qu'est-ce que sont les préoccupations qui sont directement reliées à la réalité ou au quotidien de la personne que j'aide. Alors, bien que les réalités des proches aidants d'aînés soient multiples et diversifiées, je voulais aujourd'hui essayer de trouver 2 exemples typiques, OK? 2 sortes de scénarios qui pourraient un peu vous montrer ou vous illustrer
ce que c'est cette démarche-là de départager ses besoins, de ceux de l'aider, puis de savoir les concilier. Puis je sais que vous êtes tous proches aidants d'aînés aujourd'hui. Je sais que vous comprenez probablement de ce dont je parle. Et puis je vais vous aider et je vais vous inviter à la fin aussi à contribuer ou à donner vos commentaires à vous. Mais c'est facile de le dire, oui, mes besoins sont ceux-ci, ceux de ma mère ou ceux de mon père ou ceux de mon conjoint, ce sont ceux-là. Mais des fois, on peut avoir besoin d'aide pour départager tout ça, pour le concilier. Et puis, le service InfoAide est là pour ça, l'appui est là pour ça, mais on a plein d'autres partenaires qui font en sorte que si nous, on offre une aide ponctuelle et de courte durée, ces ressources-là, nos partenaires peuvent offrir une aide beaucoup plus poussée. Donc, alors, je vais y aller avec une première situation type. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une présentation d'un scénario X. Ça aurait pu être un autre. Puis, c'est sûr que je ne peux pas, en prenant un exemple ou deux, ou même 6 ou 8, faire l'éventail de tout ce qui se passe ou de tout ce qu'on peut vivre ou de toutes les préoccupations qu'on peut avoir quand on est proche aidant d'aînés. Alors, dans la situation 1 qui a été construite, on a Andrew, qui est un homme de 76 ans, qui est marié depuis 45 ans, qui a 2 enfants majeurs qui habitent loin, donc à Toronto, dans une autre province. Et puis, lui vit avec son épouse de 72 ans, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans. Tous deux vivent au domicile. Vous connaissez probablement les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes interpellé par la proche aidance. Donc, je n'ai pas à vous expliquer que c'est une maladie qui peut se détériorer rapidement quelquefois. Donc, eux habitent ensemble et puis, tous deux prennent de l'âge. La santé de madame peut se détériorer. Il reste que les tâches du quotidien, elles demeurent les mêmes, faire les courses, faire le ménage. Tout ça devient de plus en plus difficile. Et puis, avec ce quotidien-là qui change, il y a des besoins ou des préoccupations nouvelles. Donc, disons que son épouse qui était autrement ou habituellement capable de s'occuper de la maison, de faire le ménage et tout ça, elle est de moins en moins capable de le faire. Puis elle se dit, ce serait bien qu'on ait une aide extérieure, une aide familière et stable, quelqu'un de confiance qui pourrait venir à la maison pour nous aider avec le ménage, avec les repas, avec les soins d'hygiène aussi, parce que plus sa santé se détériore, comme vous le savez, moins il y a des soins d'hygiène ou qu'elle peut se procurer elle-même. Alors ça, c'est une préoccupation qu'aurait madame, c'est une préoccupation qu'aurait monsieur aussi. Alors, l'importance ici que lui soit capable de se dire, il y a des choses que ma conjointe est plus capable de faire, dont le ménage et tout ça. Je veux que son besoin, c'est qu'elle soit dans un environnement propre et agréable à vivre. Et ce besoin-là, il est là pour lui aussi. Mais ses besoins, c'est aussi d'avoir une aide extérieure fiable et professionnelle. Mais il peut venir à un point où est-ce que quand cette aide-là n'est pas là, lui, il prend en charge des tâches qu'il ne prenait pas habituellement. Donc, il n'y a personne pour le faire, je vais devoir faire le ménage. Si jamais elle fait une chute, il n'y a personne qui est là, donc moi, je vais devoir le faire. Il n'y a personne qui est là pour lui donner les soins d'hygiène. Est-ce que je vais devoir le faire aussi? Donc, l'importance de connaître et respecter ses limites. Tantôt, ma collègue Anne-Laure, elle avait dit qu'il y a peut-être 37 % des gens qui se blessent en faisant des tâches qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, elle, s'il lui arrive quelque chose, puis il se donne l'obligation de l'aider, et puis il se blesse, c'est un risque. Quand on parle aussi de soins d'hygiène, est-ce que sa femme est à l'aise pour que lui le fasse? Est-ce que lui aussi est à l'aise pour le faire? Donc, à ce moment-là, lui, il a ce besoin-là de connaître, nommer, respecter ses limites, et puis aussi, probablement, d'avoir de l'information sur les suites de la vie, sur les années à venir, sur la manière dont on va peut-être se dégrader la condition de sa santé pour qu'il puisse préparer les années aussi à venir. Alors, quand on parlait tantôt de facteurs
de risque ou de stresseur. On voit ici peut-être un Andrew, un homme qui commence à accumuler des stresseurs. Puis qu'en ce moment, il se met en position de vulnérabilité qui augmente. Donc, préoccupé par la dégradation de la santé de sa femme, par une maison, un environnement de vie qui est plus le même parce que faire le ménage, faire la cuisine et tout ça devient de plus en plus difficile. Alors, à ce moment-là, ça peut être prenant ou source de grande anxiété ou angoisse de penser à tout ça, puis de ne pas savoir à ce moment-là, c'est quoi mes besoins à moi, c'est quoi les besoins de ma conjointe. Et puis, c'est pour ça que le service InfoAidant est là, disponible pour les proches aidants d'aînés, pour pouvoir départager ce qui se passe, ce que sont les besoins, ce qui se passe, puis ce que sont les solutions aussi disponibles. Parce que des fois, à titre de proche aidant, on est laissé à soi-même, puis on a l'impression qu'il n'y a rien ou personne qui peut nous aider, ou qu'il n'y a rien ou personne qui peut répondre à un besoin X, Y. Vous êtes conscient et vous êtes au courant des services qui sont disponibles parce que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes déjà informé. Mais je peux vous dire qu'il y a des proches aidants d'aînés, par exemple, qui ne savent pas que le CLSC peut offrir des soins à domicile. Fait qu'il y a des gens qui vont se dire, ma femme, elle ne peut plus se laver, elle ne peut plus faire ça, je vais le faire pour elle. Puis ça crée une relation vraiment inconfortable des deux côtés, parce que ça n'a jamais été son rôle. Peut-être que madame n'est pas à l'aise, peut-être que monsieur ne le fait pas comme il faut, mais il y a des gens qui sont réellement pas au courant des services qui sont disponibles pour les proches aidants d'aînés. Donc, disons, dans un cas où est-ce que Andrew est vraiment dans une situation où est-ce qu'il a l'impression qu'il est à court de ressources, il faut qu'il sache que, par exemple, pour les repas, il y a les popotes roulantes qui peuvent être disponibles. Il y en a plein sur tous les territoires de Montréal. Il y a les entreprises d'économie sociale et en aide domestique pour le ménage. Il y a le CLSC, comme vous le savez, qui offre les soins d'aide à la vie quotidienne et à la vie domestique. Il y a des groupes ou des organisations aussi communautaires pour donner de l'information sur la maladie, donc sur l'Alzheimer, sur les symptômes, sur la progression de la maladie comme ça. Les gens sont capables aussi de préparer l'avenir. Et puis, il y a aussi, parce qu'on le sait que des fois, les hommes sont plus réticents à aller chercher de l'aide ou ça leur prend du temps. Il y a des groupes d'entraide, des groupes de soutien entre hommes et pour hommes. Alors ça, c'était un premier scénario. Et comme je vous ai dit, même si on en avait 30, on ne pourrait pas faire l'éventail des réalités de l'approche aidance. Donc, j'ai une deuxième situation qui est celle de Marie-Josée, qui a 42 ans, qui habite avec son conjoint. Les deux travaillent. Et puis, il y a 2 mois, ils ont décidé d'accueillir leur mère dans leur maison, qui elle a 66 ans, qui est semi-voyante, qui est atteinte de leucémie. Alors, une santé, encore une fois, qui est fragile, qui se dégrade. Et puis, madame se rend à l'hôpital très, très souvent pour des soins. Donc, les besoins de sa mère sont d'être capable de pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux et puis de vivre dans un logement adapté à ses problèmes de santé et à sa mobilité réduite. Des fois, quand on reçoit un parent qui vient vivre avec nous, qui a une santé fragile, on a une manière de vivre qui est pas là, qui va devoir être changée. Donc, le domicile, comme on le connaît avec soi, avec sa conjointe, avec ses enfants, il n'est pas forcément adapté à la condition physique d'une personne aînée qui a des problèmes de santé. Alors, Marie-Josée, comme on le dit encore, elle peut avoir, avec la présence de sa mère, une série de facteurs de stress qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et encore une fois, on peut présumer qu'elle ne sait pas qu'il y a des services accessibles. Puis ça, je le sais que ça existe parce que avant de joindre l'appui, j'ai travaillé dans un programme d'aide aux employés. Puis il y a beaucoup de situations comme celle-là où est-ce qu'on a une femme dans la quarantaine ou autre qui se voit obligée
de concilier le temps qu'elle a pour le travail, pour la famille, avec celui de la proche aidance. Puis il y en a beaucoup, encore une fois, qui ne connaissent pas les services disponibles. Donc, elle aussi, elle accumule une série de stresseurs avec une impression qu'il n'y a peut-être rien pour elle. Donc, là, elle se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que je peux arriver à aller au travail, mais en même temps à prendre 3, 4 heures, 5 heures par semaine pour emmener ma mère à l'hôpital? Et là, ça peut devenir un réel problème pour elle si elle doit, à chaque semaine, en arriver à devoir s'absenter. Alors, encore une fois, on doit départager les besoins de madame de ceux de Marie-Josée. Marie-Josée, elle, doit trouver des moyens de transport alternatifs afin que sa mère puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle doit aussi vouloir avoir du temps de qualité avec son conjoint, parce qu'on l'a dit, en multipliant les rôles qu'on a, on a de moins en moins de temps pour les occuper, ces rôles-là. Et peut-être qu'elle a besoin d'échanger aussi avec des gens qui vivent la même réalité. Parce qu'on a tous des amis, ou non, on a tous de la famille ou non, mais c'est pas parce qu'ils sont présents qu'ils peuvent comprendre notre réalité ou se rendre compte de ce que c'est la proche aidance. Elle a aussi besoin de connaître les aides financières qui peuvent lui être accessibles ou disponibles dans un cas où est-ce qu'elle doit adapter le logement. Et encore une fois, on se l'est dit, probablement que vous connaissez la proche aidance un peu plus que d'autres, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte que s'ils adaptent le logement, il y a des moyens d'avoir un support ou une aide. Alors, à ce moment-là, dans un cas comme celui-là, le service InfoAidant, encore une fois, est disponible pour aider à mettre madame en contact probablement avec les organismes communautaires sur son territoire pour le transport adapté. Aussi pour connaître les organismes communautaires pour les groupes de soutien en proche aidance. Je peux vous le dire, ça arrive souvent que des proches aidants nous contactent avec un besoin de partager ce qu'ils vivent, mais avec des gens qui le comprennent. Alors, nous, on peut offrir un support ponctuel et puis on peut aussi faire en sorte qu'une personne comme elle soit mise en contact avec des groupes de soutien pour qu'elle ait peut-être une fois par mois ou une fois aux 8 semaines la possibilité de rencontrer des gens puis d'échanger avec des personnes qui vivent les mêmes choses. Et puis, bien sûr, il y a les CLC, les organismes communautaires, ainsi que les coopératives, pour du répit, stimulation, pour de la présence-surveillance dans les cas où est-ce qu'elle veut avoir du temps pour elle, ou du temps avec son conjoint, ou du temps avec ses enfants ou ses amis. Une autre chose qui n'est pas facile, on parle de savoir départager les besoins, les concilier, mais on parle aussi de trouver des ressources. Quand une personne en vient à dire « je suis capable de me dire que ceux-ci sont mes besoins, ceux-là sont ceux de ma mère », il faut que je sache respecter mes limites. Il faut que je reconnaisse aussi qu'à certains moments, j'ai besoin de temps pour moi-même. Il faut quand même savoir qu'il y a des ressources disponibles, il faut pouvoir les trouver. C'est pas forcément tout le monde qui a des journées pour les chercher. Puis même si on a le temps et l'énergie pour les chercher, quand on les trouve pas, c'est très démoralisant. Puis ça nous donne pas envie de continuer. C'est pour ça que le service InfoAidant est disponible aussi. C'est que nous, comme je vous l'ai dit, on est partenaire de plein d'organismes, de plein d'entreprises en économie sociale qui font en sorte que, au lieu que le proche aidant d'aîné se retrouve par lui-même incapable de trouver les ressources qu'il cherche, nous, on peut l'aider, on peut l'accompagner là-dedans. Alors, il n'y a pas que nous, il y a aussi le Centre de référence du Grand Montréal qui peut aider, mais il n'y a pas cet aspect-là de support psychosocial ponctuel qui est disponible. Alors, que ce soit pour l'information, de la formation, du soutien psychosocial, de l'accompagnement thérapeutique aussi sur le long terme, on peut vous aider à en trouver, on peut vous mettre en contact avec les bonnes ressources. Et dans différentes langues, à distance. C'est sûr qu'on a préparé pour vous puis vous l'aurez à la sortie ici, un feuillet avec une liste de ressources qui vous sont disponibles. Encore là, elle n'est pas exhaustive, il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a plusieurs autres. Et puis, si vous voulez les connaître, vous avez juste à nous contacter. Donc, je laisse Anne-Laure vous présenter la conclusion. Donc, comme le mentionnait Christine, il y a plusieurs partenaires. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Lynn Chabot, faire un petit coucou, qui est du réseau de l'Action de Jeanne Mance, qui offre des groupes de soutien et de l'information individuelle si vous avez des questions spécifiques sur votre rôle de proche aidant. J'aimerais souligner la présence de Ramona Migtic du Centre Évasion sur votre territoire qui peut offrir un centre d'activité sur Décarie, pas loin du métro Côte-Sainte-Catherine, et également du répit-stimulation à domicile si vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Jenny Rosa Descubellis de la Société Alzheimer de Montréal. La Société Alzheimer de Montréal qui donne de l'information, de la formation sur la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées bien évidemment. Mais on en parlait tout à l'heure, je veux bien aller demander de l'aide, mais je ne sais pas comment le faire. Ben, ce sont des personnes qui peuvent vous aider. Hélène Clavé également du Centre de jour Berthium du Tremblay à UNSIC. Donc, toutes ces personnes-là sont des ressources formées à la question des proches aidants, la plupart du temps des travailleuses sociales qui sont à votre disposition sur différents territoires de Montréal pour vous offrir différents types de soutien en fonction de vos besoins, que ce soit par téléphone, que ce soit pour certaines se déplacer chez vous à distance dans différentes langues. On a aussi des organismes qui sont capables d'intervenir en mandarin, en arabe, en turc, en italien, sur mon Société Generosa. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont là pour vous aider. Et en conclusion, des moyens, quelques moyens pour prendre soin de soi, définir ses besoins et respecter ses limites. Je vous invite à repenser à la situation tout à l'heure où je vous invitais à penser à un élément, un besoin, une difficulté que vous rencontreriez et qu'est-ce que vous pourriez faire également pour vous, pour être capable de se dire, quand je pense à cette situation-là, j'ai besoin de ça pour moi. Vous permettre cette chose pour commencer d'avoir un besoin pour vous. D'accepter de demander de l'aide. Ben, comment je vais faire pour demander à mon fils s'il travaille à Toronto, il revient juste les fins de semaine? Comment est-ce que je peux faire? Des conseillers dans les organismes communautaires, notamment, peuvent vous aider à travailler cet aspect-là et à vous aider à développer certaines habiletés pour se sentir moins coupable d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, reconnaître que l'on a soi-même besoin d'aide, de soutien ou juste de temps pour soi, c'est déjà un premier pas pour prendre soin de soi. Et périodiquement, quel est l'engagement que vous pourriez prendre pour vous ce soir, pour vous dire, dans les 5 prochains jours, dans la prochaine semaine, je m'engage envers moi-même à prendre un moment, un instant pour moi, que ce soit de retourner au yoga ou tout simplement d'avoir 2 heures pour moi, pour cuisiner comme je le faisais avant parce que c'est ça que j'aime. Pour prendre mon temps pour aller jardiner, c'est le printemps, j'ai juste envie d'aller jardiner. Je vous invite à penser à cet engagement que vous allez prendre pour vous. Merci.